Donc salut tout le monde, c'est Johan, alias Acid Johanoïque sur le forum. Je suis l'un des deux tuteurs de kiné pour ce deuxième semestre. Donc nouvelle matière, nouveaux cours. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances, hein. J'espère que vous êtes quand même reposés malgré les fêtes. Et j'espère surtout que vous êtes d'attaque pour commencer ce deuxième semestre et la kinésithérapie. Donc moi je vais m'occuper de tout ce qui est la partie neurologique, neurorééducation. Et donc, on va commencer tout de suite avec une approche généraliste de la neurorééducation. Alors, les généralités sur la neurorééducation. Donc, quand on parle de neurorééducation, on parle de motricité et de sélectivité. Donc, la motricité, c'est la capacité qu'on a à mouvoir nos membres, à bouger nos articulations. Et la sélectivité, c'est lorsqu'on va utiliser la voie pyramidale. Donc, la voie pyramidale, c'est la voie du mouvement volontaire. Donc c'est ça la différence avec la motricité, c'est que la motricité, on ne précise pas si elle est volontaire ou involontaire, tandis que la sélectivité, c'est vraiment la sélection d'un mouvement. Et donc, j'ai mis entre parenthèses que la voie pyramidale, elle pouvait être lésée, par exemple, lors d'un AVC. On y reviendra plus tard dans le cours. Il y a d'autres notions qui sont importantes à définir. Donc, la commande motrice volontaire, qui est la capacité à organiser un mouvement conscientisé, c'est-à-dire la volonté d'initier un mouvement, et la commande motrice automatique, qui est donc la capacité à organiser un mouvement non conscientisé, c'est-à-dire produire un mouvement involontaire comme un réflexe. Ensuite, une autre notion qui est importante à définir et à expliquer, c'est la sensibilité. Donc, qu'est-ce que c'est la sensibilité? C'est la capacité à sentir grâce à des récepteurs, donc des nocicepteurs et des thermorécepteurs, il y en a d'autres, mais on va pas rentrer dans les détails, qui sont disposés sur l'ensemble de notre corps. Donc, exemple, les nocicepteurs, c'est des terminaisons nerveuses qui sont capables de transmettre des stimulations génératrices de douleur. Et les thermorécepteurs, c'est des terminaisons nerveuses qui sont capables de transmettre les informations concernant la température. Donc c'est juste des petites explications histoire que ça soit pas bizarre pour vous. Évitez de faire des recherches sur internet et de perdre du temps. C'est juste, voilà, je vous explique, c'est pas nécessaire de retenir, mais c'est bien pour la compréhension. Donc ces récepteurs, ils sont relayés ensuite par des voies ascendantes qui sont dites sensitives. On a la voie extra-lemniscale et la voie lemniscale. Et on a également des voies descendantes qui sont dites motrices, la voie pyramidale et la voie extra-pyramidale. Donc la diapo d'après, c'est un petit récap sur toutes ces voies et à quoi elles servent. C'est pareil, juste pour que ce soit bien clair et éviter de perdre du temps à faire des recherches bêtes sur Internet. Donc ces voies, elles permettent une boucle longue et donc d'adapter la motricité consciente ou inconsciente à nos perceptions, nos sensibilités. Donc voilà les petits récaps pour les différentes voies. Donc on a la voie pyramidale. Donc c'est le support de la motricité volontaire. Elle part du cortex du cerveau vers la moelle épinière. La voie extrapyramidale, c'est le support de la motricité involontaire. C'est la voie du système nerveux autonome. Donc bien faire la différence entre pyramidal et extrapyramidal, hein, pas se mélanger les pinceaux. Pyramidal volontaire, extrapyramidal involontaire. Ensuite on a la voie lemniscale. Donc elle, c'est le support de la voie des sensibilités épicritiques, proprioceptives, conscientes et vibratoires. Épicritique, c'est pour le tact fin, ça correspond au tact fin, donc la sensibilité qu'on a au bout des doigts, au bout des lèvres. Voilà, c'est une sensibilité fine. Et la proprioception, c'est la capacité qu'il a le corps à se repérer dans l'espace. Donc quand vous êtes dans une position, en fermant les yeux, vous savez dans quelle position vous êtes. C'est grâce à la proprioception. Et la voie extralemniscale, c'est la voie sensitive qui est responsable de la sensibilité thermoalgique et du tact protopathique. Donc la sensibilité thermoalgique, c'est les sensations thermiques et douloureuses, et le tact protopathique, c'est un petit peu la même chose, sauf que ça rajoute une notion de sensibilité cutanée par stimulation forte. Donc, par exemple, le tact protopathique, c'est la sensibilité que vous avez au niveau des jambes, au niveau du dos. C'est pas très précis, on va dire, comme sensibilité. Il faut retenir que épicritique, on va dire le synonyme, c'est tact fin, et protopathique, c'est tact grossier. Maintenant, on va avoir une pathologie qui est assez répandue dans la vie de tous les jours,
et dont les patients qui sont atteints vont avoir besoin d'être rééduqués. Donc, on va parler de l'accident vasculaire cérébral ou AVC. C'est la première cause de handicap acquis chez l'adulte et c'est la troisième cause de décès. Donc, vous voyez que c'est une pathologie balèze quand même, hein. Donc, elle a des conséquences importantes. Elle peut provoquer des hémiplégies, des troubles de la parole, des troubles sensitifs et j'en passe. Et on a deux grands types d'AVC. On a les AVC ischémiques qui représentent 80% des AVC. Donc ischémique, c'est lorsqu'on a une artère qui va se boucher, soit à cause d'un caillot sanguin, soit tout simplement parce que l'artère est pincée. Et ensuite, on a des AVC hémorragiques qui représentent 20% des AVC. Et donc hémorragique, c'est lorsqu'on a une rupture d'une artère. Donc on a différentes causes qui peuvent provoquer des AVC, comme l'hypertension artérielle, le diabète, l'athérosclérose, les troubles cardiaques, et encore il y en a d'autres, mais on va pas détailler plus parce qu'on en a déjà assez. Alors, localisation et conséquences d'un AVC. Donc là, c'est juste un tableau pour expliquer à quel endroit peut survenir un AVC et les syndromes qu'il peut causer. Donc ça sert à pas grand-chose de retenir par cœur à quoi correspondent chaque syndrome, hein. Juste retenir globalement à quoi correspond quelle atteinte. Donc si jamais on a une atteinte de la circulation antérieure au niveau de l'artère ophtalmique, ça peut provoquer une cécité monoculaire. Cécité monoculaire, c'est un méchant mot pour dire qu'on perd la vision d'un œil. L'artère cérébrale antérieure, si elle est atteinte, ça peut provoquer un déficit moteur à prédominance crurale. Crurale, c'est en référence à la cuisse. Et ça peut provoquer un syndrome frontal. Si on a une atteinte de l'artère cérébrale moyenne superficielle, ça peut provoquer un déficit moteur à prédominance brachiofaciale, une aphasie ou une héminégligence. Donc aphasie, c'est quand on a une perte de la capacité à s'exprimer ou comprendre le langage écrit et parlé. Et l'héminégligence, c'est comme si votre cerveau il oubliait l'existence de la moitié de votre corps. Ensuite, si on a une atteinte de l'artère cérébrale moyenne profonde, ça peut provoquer une hémiplégie proportionnelle. Donc hémiplégie, c'est quand on a une paralysie de la moitié du corps. Maintenant, pour la circulation postérieure, si on a une atteinte de l'artère cérébrale postérieure, ça peut provoquer une hémianopsie latérale homonyme. Ça, pareil, c'est un méchant mot pour dire qu'on perd une partie du champ visuel. Mais quand c'est un peu compliqué comme ça, en anatomie, vous reverrez tout bien dans les détails dans le cours des organes des sens. Donc, no panique. Et mais après, on peut également avoir une hémianesthésie. Donc là, c'est quand on perd la sensibilité de la moitié du corps. Et si on a une atteinte du territoire vértébro-basilaire, on peut avoir un syndrome alterne, un syndrome cérébelleux ou un infarctus médulaire cervical. Mais encore une fois, les syndromes, c'est pas nécessaire de les retenir, enfin de retenir à quoi ils correspondent. Vous retenez juste l'endroit de l'AVC et ce que ça peut provoquer, ça suffit bien largement. Donc maintenant, les traitements disponibles pour un AVC. Donc ça, le prof en parle dans son cours, c'est pour ça que je l'ai mis, c'est très bref. Je pense que c'est clairement pas ce qui est nécessaire à retenir, mais je l'ai mis quand même. Comme ça vous fera juste un petit récap quand vous verrez le cours du prof. Donc on a les traitements médicaux. Donc si on a un AVC de type ischémique, donc je rappelle, c'est quand l'artère elle est bouchée. On peut avoir une thrombolyse si on a une apparition des symptômes qui est supérieure à 4h30. Donc thrombolyse, c'est une intervention médicamenteuse, un traitement médicamenteux où les médicaments ils vont essayer d'aller dissoudre le caillot. Et si jamais ça fait plus de 6 heures que l'AVC est parvenu, donc une thrombectomie. Donc là, c'est une intervention chirurgicale où on utilise des petits appareillages mécaniques pour aller chercher le caillot et l'extraire nous-mêmes. Si on a un AVC de type hémorragique, bon bah on surveille la tension artérielle. Et si jamais c'est trop important, ben on a une obligation d'utiliser, enfin de passer par la chirurgie. Alors maintenant, les mesures en neurorééducation. Donc là, c'est vraiment la partie du cours qui va nous intéresser. C'est là où le prof il appuie vraiment, c'est le plus important. Donc, dans le cas d'un AVC, qu'est-ce qu'on va mesurer? Donc, on peut mesurer l'héminégligence. Donc, je répète, c'est comme si votre cerveau il oubliait la moitié de votre corps. On peut mesurer la spasticité, donc c'est une certaine raideur des muscles. On peut mesurer la motricité, la force musculaire, l'équilibre statique et dynamique, les performances de marche de manière quantitative ou qualitative,
les fonctions du membre supérieur, les sensibilités, les articulations, les actions de la vie quotidienne, l'autonomie et le handicap. Donc, on va parler de l'AVC parce que c'est la pathologie la plus fréquente, mais on peut également avoir besoin de certaines mesures lorsqu'on a des pathologies de type blessé médulaire, lorsqu'on a des pathologies de la voie extra-pyramidale, comme par exemple les syndromes parkinsoniens, et lorsqu'on a des pathologies cérébelleuses. Donc, ça, c'est la synthèse des échelles en neurorééducation. Donc, c'est une carte mentale que j'ai pris du cours du prof, hein, c'est celle qu'il utilise lui. Donc, une fois que vous aurez bien, que vous maîtrisez bien toutes vos échelles, machin, vous sortez votre carte mentale et je pense que ça peut vous permettre de réviser très rapidement, de faire le tour parce que là, vous avez vraiment tout. Et donc, une fois que vous connaissez bien votre cours, hop, vous faites un petit tour de la carte mentale et ça ira très bien. Donc, toutes ces échelles, il faut les connaître. Il faut savoir à quoi est-ce qu'elles servent, qu'est-ce qu'elles mesurent et comment est-ce qu'elles mesurent. Donc, on va passer dessus une par une pour les détailler, les expliquer. Et donc, toutes ces échelles, ce qui est important de comprendre, c'est qu'elles mesurent vraiment fonction par fonction. Donc, chaque échelle mesure une chose précise. Et on verra que dans certains cas, on peut croiser des échelles et tout ça, mais on verra sur les prochaines diapos. Alors, du coup, pour les négligences, donc on a deux évaluations possibles. On a l'échelle de Catherine Bergego, qui peut être réalisée par le thérapeute, un proche ou le patient lui-même, et qui va nous permettre de donner un score sur 30. Et ensuite, on a le test barrage de cloche. Donc les deux, c'est quoi leur différence? Donc l'échelle de Catherine Bergego, elle permet une mesure précise et elle est très utile dans le suivi du patient. Donc c'est une échelle qui va permettre de voir l'évolution de l'héminégligence pour suivre l'amélioration du patient. Et le test barrage de cloche, lui, il est moins précis mais il est plus rapide. Et ce test, il permet surtout de mettre en évidence les héminégligences. Et la spasticité alors. Donc la spasticité, je rappelle vite fait que c'est donc une raideur des muscles. Donc on a trois échelles différentes pour l'évaluer. On a l'échelle d'Ashworth, l'échelle d'Ashworth modifiée et l'échelle de L. Tardieu. Donc elles sont classées de la moins précise à la plus précise. Donc la plus précise étant l'échelle de L. Tardieu. Donc la spasticité, ça peut apparaître suite à un trouble de la voie pyramidale. Donc la voie pyramidale, motrice volontaire, voilà, on se rappelle. Donc ces trois échelles, j'ai eu un petit bug là. Ces trois échelles, elles sont précises et elles demandent du temps pour bien mesurer les choses. Donc la plus précise étant LD Tardieu, c'est une échelle qui va permettre de mesurer trois indicateurs qui sont la vitesse, l'angle et l'intensité. Et donc ces trois indicateurs vont nous donner trois scores qui sont en lien avec la spasticité, et donc toujours dans le but de suivre l'évolution du patient dans sa thérapeutique. Est-ce que les exercices qu'on lui fait faire, c'est vraiment utile à sa rééducation? Donc maintenant, la motricité. Donc on a deux échelles et un index pour l'évaluer. On a l'échelle de L. Piro de Cellini qui nous donne une cotation de 0 à 5. On a l'index de Demeris qui nous donne un score sur 100 et on a l'échelle d'Orgozo qui nous donne également un score sur 100. Donc l'échelle HPD, c'est la plus utilisée et elle permet d'avoir un suivi assez précis. L'index de Demeris et l'échelle d'Orgozo, ils sont eux moins précis, mais on peut les coupler à l'échelle HPD. Et ça nous permet de confirmer la thérapeutique mise en place et c'est bien fait pour le patient. Donc vous voyez qu'on n'est pas obligé d'utiliser une échelle en particulier, on peut utiliser plusieurs en les couplant. Parce que notre but, ça va être d'évaluer une motricité le plus finement possible pour pouvoir suivre le patient, pour pouvoir mesurer ses progrès au fur et à mesure du temps et de la prise en charge. Parce que la problématique des patients neurologiques dans la rééducation, c'est de mesurer l'amélioration au quotidien lors d'une motricité. Donc c'est pour ça qu'on a plusieurs échelles, c'est pour ça qu'on les croise, c'est pour nous permettre d'être sûr du traitement et de le valider. Ensuite, on a la force musculaire qui va avec la motricité.
Donc on peut également la mesurer avec la cotation de El Piro de Cellini, mais en général on la mesure par le testing musculaire, plutôt lors de pathologies du système nerveux périphérique. On l'utilise généralement pas pour les pathologies du système nerveux central. Donc, système nerveux périphérique, c'est lorsque ça va atteindre les nerfs périphériques. Et système nerveux central, c'est lorsque ça va atteindre la moelle épinière ou le cerveau. Donc là, on a un petit tableau qui explique les différentes cotations du testing musculaire. Donc ça va de la cotation 0 à la cotation 5. Donc la cotation 0, c'est quand on demande un mouvement à notre patient et qu'il n'arrive pas à faire le mouvement, mais qu'on ne décèle même pas une petite contraction du muscle. La cotation 1, c'est lorsqu'on a une contraction qui est perceptible sans déplacement du segment. La cotation 2, c'est lorsqu'on a une contraction qui entraîne un déplacement quel que soit l'angle parcouru. Donc en général, cette cotation, elle se fait sans la pesanteur. La cotation 3, c'est quand on a un déplacement qui peut s'effectuer contre une légère résistance. Donc la plupart du temps, la légère résistance, c'est la force de la pesanteur. La cotation 4, c'est que le déplacement il s'effectue contre une résistance plus importante. Donc on a la pesanteur plus le kiné qui rajoute une résistance. Et la cotation 5, c'est que le mouvement il est d'une force identique au côté sain, donc le muscle n'a aucun souci. C'est important de préciser la position du patient parce que lorsqu'on va vouloir retester ce mouvement, il faut que le patient il soit dans les mêmes conditions qu'on l'a testé de base, pour qu'on puisse s'y référer et pour que ça soit pas faussé, qu'on ait la même amplitude disponible, qu'on ait les mêmes compensations s'il y en a, et donc pour qu'on puisse tout simplement reproduire parfaitement à l'identique le mouvement qu'on a demandé. C'est également nécessaire lorsque on a un autre kiné qui va prendre en charge le patient pour qu'il ait toutes les indications nécessaires pour tester de la même manière que le kiné d'avant. C'est important également de préciser si le mouvement il est sélectif ou s'il y a une apparition de syncinésie. C'est si jamais le muscle, il y a d'autres muscles qui rentrent en jeu dans la contraction pour le mouvement. C'est important de préciser pour qu'on puisse toujours s'y référer et voir s'il y a des changements d'une séance à l'autre. Donc maintenant, j'ai juste oublié une petite chose sur le testing musculaire, c'est qui permet de quantifier la force musculaire. Donc grâce à sa cotation, on peut quantifier la force musculaire. Maintenant l'équilibre debout. Donc l'équilibre debout, on a trois indices. On a l'indice d'équilibre postural debout, qui nous permet d'avoir une cotation de 0 à 5. On a le PASS, qui nous permet d'avoir un score sur 36, et l'échelle d'équilibre de Berg, qui nous donne une cotation de 1 à 4, et grâce à cette cotation, on va pouvoir avoir un score sur 56. Donc l'équilibre debout, c'est très recherché pour les pathologies neurologiques en rééducation. Parce qu'un patient qui peut se maintenir debout, ça lui donne une certaine autonomie supplémentaire qu'il n'a pas s'il est obligé de rester au lit ou de rester assis dans une chaise roulante. Donc c'est hyper important. Donc, le PASS, il nous permet de mesurer le maintien d'une posture et les changements de position. Et l'échelle d'équilibre de Berg, ça nous permet de mesurer les transferts et la fonctionnalité. C'est peut-être pas très clair comme ça, mais le prochain cours, on va revenir dessus sur l'équilibre debout avec les différents indices. Et ça sera certainement plus clair parce qu'on rentre un peu plus dans les détails et surtout on explique plus. Donc ça sera plus parlant pour vous. Et donc voilà, il faut retenir quand même que le pass, c'est le plus utilisé. Et, et voilà. Prochaine diapo, c'est la fin. On est arrivé à la fin du cours. Vous avez tenu jusque-là. C'est génial. Donc voilà, dernière diapo, c'est la conclusion. Voilà, si vous avez tenu jusqu'ici, vous êtes trop fort. Donc, conclusion. La quantification par score ou cotation permet aux rééducateurs et à l'équipe médicale en charge du patient de s'assurer que les soins prodigués au patient sont efficaces pour lui. Donc voilà, ça, on l'a quand même assez répété dans le cours. Les échelles et les indices, ils nous permettent d'avoir un score, une cotation, et ça nous permet vraiment de voir les améliorations du patient, savoir si le traitement qu'on a mis en place, il est efficace, si il satisfait les attentes ou pas, donc auquel cas il faudra le changer. Et donc voilà, ça c'est la rééducation, donc ça nous permet vraiment d'avoir une rééducation précise grâce à ces mesures. Donc chaque échelle score index mesure particulièrement une donnée.
Donc le kinésithérapeute utilise les échelles ou les index en fonction de ce qu'il veut regarder et évaluer pour le patient. Donc voilà, c'est terminé pour ce premier cours de la neurologie. J'espère que ça vous a plu, j'espère que la kiné vous plaira et vous séduira. Maintenant, on se retrouve pour un prochain cours qui est sur l'équilibre debout et la marche. Et voilà, je vous souhaite un bon courage pour la suite de cette rentrée et aussi bon courage pour le deuxième semestre. Des bisous l'équipe.